Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell pour conclure une semaine qui a été complètement folle dans le monde du foot. D'abord, les gars, comment ça va? Ça Très va, bien, merci, merci. toi? Oui, je pense qu'il faut dire dans le monde du soccer, hein, parce qu'on va commencer à avoir des plaintes bientôt parce qu'on s'appelle Loin de sans foot. Euh, je présume que vous voulez qu'on commence par autre chose que la Ligue des champions en Europe, même si on va en parler tout à l'heure, parce que Radio-Canada, de tous les médias sportifs, c'est Radio-Canada qui a sorti une véritable bombe. On va y aller avec ça pour notre segment à domicile. Des informations comme quoi l'équipe aurait l'intention de faire une refonte d'image et surtout de changer son nom. C'était la principale information percutante de ce dossier-là. Changerait de Impact de Montréal à Montréal FC. D'abord, avant de remâcher ce que j'ai déjà publié sur le rds.ca, j'ai aucune idée si vous avez eu le temps de lire ou non. On va en parler au cours des prochaines minutes, mais j'ai franchement hâte de savoir ce que vous en pensez. On va commencer avec le doyen, étant donné que c'est question d'histoire, c'est sensible à ce sujet-là. Jean, t'en penses quoi? J'en pense quoi? Personnellement, je suis pas particulièrement excité. Je pense qu'il y a un non. Écoute, dès que j'ai entendu la nouvelle, ma toute première pensée, c'était, mais la première, sous-jacente, pourquoi? La deuxième, est-ce que il y a eu consultation? Est-ce qu'il y a eu consultation? Est-ce qu'on en a parlé un petit peu aux supporters, aux gens qui vivent avec ce club? Parce que je pense que c'est essentiel maintenant. Oui, on va rentrer dans une rhétorique. Ah oui, mais c'est les propriétaires, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Non, c'est terminé, ça n'existe pas. Tu as un club qui est implanté et qui vit dans le tissu de la société depuis 25 ans, qui essaye de vivre en synergie avec ses supporters qui sont là, qui le suivent régulièrement. Si tu veux changer quelque chose d'aussi fondamental que le nom du club, qui est son identité, tu les consultes. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter tout ce que le monde dit, ça ne veut pas dire on va faire un concours par Internet. Ça veut dire, OK, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, je suis allé voir ton article. J'ai lu ton article et j'ai lu le débat qui existait après. Et clairement, ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité, c'est quelque chose qui C'est clair. relève un débat qui est encore plus profond que ça. Et à mon avis, au départ, il y a une erreur dans la gestion qui est de ne pas penser aux gens qui suivent le club et dire mais qu'est-ce que vous en pensez si on changeait le nom de votre club? Parce que c'est en partie leur club aussi. Ben, ça, c'est intéressant. J'ai deux, trois questions, en fait, qui me viennent en tête tout de suite. D'abord, Sid, as-tu l'impression que l'impact fait vraiment, puis je sais là, que nous trois, là, c'est une grosse partie de notre vie. On en parle à toutes les semaines. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que l'impact vit dans la fabrique de la communauté depuis 25 ans? Est-ce que ça va jusque-là? Moi, ce n'est pas la réalité que je vois autour de moi. C'est la réalité que je vois dans mon environnement de travail immédiat. Mais dans la rue, je suis désolé, c'est pas le cas. Et je pense que c'est ça qu'il y aurait derrière. Parce que la question que tu poses, Jean, c'est la première. Et c'est là où, pour ça que j'ai appelé l'article, on réfléchit à l'envers. C'est pourquoi? C'est le pourquoi qui nous manque en ce moment pour nous expliquer pourquoi on en arriverait à une décision de changer de nom. Mais Sid, avec ce que tu vois, t'en côtoies, toi, des gens sur les terrains de soccer qui vont au-delà de l'intérêt pour l'impact, de suivre l'impact dans les médias, d'aller voir les matchs ou suivre la MLS. Est-ce que tu sens vraiment que l'impact fait partie de cette fabrique-là? Non, non, c'est deux solitudes pour rester dans la thématique. Effectivement, mon métier fait qu'en sorte que je côtoie l'Impact de Montréal, mais mes activités fait que je côtoie le foot à Montréal et je te dirais que c'est deux mondes qui ne se parlent pas, très très peu du moins, et ils se parlent lorsque le Real Madrid vient faire sa pratique publique au Stade Saputo et qu'il y a une euphorie et qu'il y a tout le monde qui me demande l'adresse de l'hôtel des joueurs et que on voit que oui, il y a une popularité du football, mais qui se traduit pas forcément vers l'intérêt de l'Impact de Montréal, qui sont deux choses différentes et qu'il faut rarement confondre. Donc moi, c'est vrai que lorsque j'ai vu l'article, j'étais curieux d'en savoir plus, tout simplement. J'ai pas eu une grosse réaction, en toute honnêteté, et c'est plus le débat qui a suivi qui m'a interpellé, et notamment ton article qu'on a montré en vidéo, qui m'a permis de mettre un petit peu plus de questions sur ce que ça signifie. Il y a
a une pétition en ce moment de 1500 signatures déjà auprès Mhm. de fans de l'Impact de Montréal qui se plaignent du changement de nom. Et je me suis interrogé, 1500, c'est beaucoup ou pas beaucoup? On changerait le nom des Canadiens, je suis désolé de faire l'analogie, mais est-ce qu'il y aurait 1500 signatures ou il y en aurait 100 000? Donc, je ne sais pas trop. Je me pose la question un petit peu du pourquoi et dans quoi ça s'inscrit. C'est certain qu'en termes de démarche marketing ou de communication, la fuite de Radio-Canada fait Ouais. très 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 mal. On n'a pas du tout assez d'éléments pour comprendre et je pense que c'est pas si c'est la démarche dans laquelle va l'Impact de Montréal parce que beaucoup de bruit pour l'instant sans savoir si il y a quelque chose de très concret. Tu me diras peut-être, c'est certain, etc. Il y a beaucoup de choses sans remettre en question du tout le travail de Radio-Canada, mais on s'entend qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on est plus sur une rumeur que même une fuite qui n'a pas Ouais. certainement été démentie, mais qui n'a pas non plus été confirmée. Il n'y a rien, il y a rien. Mais le débat montre qu'il y a quelque chose. C'est ça qui est fascinant. Lorsque ça monte aussi genre, auprès du chef de l'opposition, lorsqu'on voit l'impact dans la communauté de supporters, Mhm. et mais c'est dommage parce que moi j'ai vraiment une vraie curiosité sur qu'est-ce que évoque le nom de l'Impact de Montréal auprès de la population québécoise dans son ensemble. Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que les personnes en charge en ce moment estiment que c'est un frein au développement de l'Impact de Montréal? Quelles sont les raisons? De toute façon, je me répète un petit peu, mais pourquoi Ben, on va dans cette direction-là? Et peut-être qu'il y a des très très bonnes raisons de faire ces changements. OK, je vais t'en lancer une, Sid, puis j'ai hâte de revenir à toi après, Jean, mais quelque chose de tout simple. Parce que moi, ma théorie là-dessus, là, puis j'ai pas. D'abord, je vois des commentaires passer sur les réseaux sociaux comme quoi il y a très peu de gens qui ont fait des commentaires contre un changement de nom, puis qu'on aurait de l'information. Si vous pensez ça, là, je veux juste mettre une chose au clair. Vous ne comprenez pas la dynamique entre l'impact de Montréal et, j'allais dire, ces médias, les médias, parce que c'est impossible d'avoir quelque information que ce soit en ce moment, à part, j'essaye 2, 3 fois par jour, on ne répond pas aux rumeurs. Juste pour mettre ça au clair. Ceci dit, quand tu commences à réfléchir, moi, j'ai jamais de ma vie, vous le savez, je suis un gars qui est fervent d'histoire, j'aime les racines, j'en ai parlé pendant des années à l'impact, j'étais déçu qu'on ne cultive pas cette histoire-là. Maintenant, une fois que l'idée de changer de nom est venue sur la table, je me suis dit, il y a quelle énergie qui gravite autour du nom Impact de Montréal? La question que je te lance, Sid, combien de fois dans les 4 dernières années, tu as eu une conversation avec des collègues, des amis, peu importe, qui touchaient à l'Impact de Montréal et qui n'avaient pas une connotation négative? Est-ce qu'on parlait de Didier Drogba ou on parlait d'autre chose? C'est ça Ben, le problème, étant que là, on parle pas de l'Impact de Montréal, on parle de Didier Drogba. On s'entend que ça, là, mais pour moi, c'est la licorne, Didier Drogba. Si on se rattache à ça à chaque fois, on va attendre 10, 12 ans entre chaque épisode. Moi, je te parle du nom Impact de Montréal. Tiens, après 2016, ça fait 2017, 18, 19 et cette année 20. Combien de conversations tu as eues qui n'ont pas tourné au négatif? effectivement, puisque l'aspect sportif est négatif et on l'oublie parfois, mais l'aspect sportif est peut-être le plus important lorsqu'on parle d'un club de sport et que je ne crois pas qu'on a la même discussion si l'Impact est une équipe qui se rend régulièrement en finale de l'Est et qui accumule un nombre de points satisfaisant en saison régulière. On a aussi une problématique qui est que l'Impact aujourd'hui n'évoque pas la gagne et lorsqu'on parle souvent des Montréalais, on parle souvent de leur attachement à cette notion de gagne plutôt que l'attachement à une entité sportive qui existe par rapport à un véhicule d'émotion comme est le sport de manière générale. Donc on a un vrai problème en ce sens-là. Est-ce que maintenant il y a une difficulté à changer cette situation, puisque de toute façon, il faut aimer son club malgré qu'il gagne. Je n'ai plus le nom de la personne qui a dit ça, mais c'est ça l'essence même de supporter. Tu dois supporter malgré qu'il gagne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pense que c'est impossible de faire ça avec l'impact et ses 26 ans d'histoire, avec le nom de l'impact et ses 26 ans d'histoire? Peut-être. Est-ce que les raisons sont légitimes? Je ne sais pas, puisque finalement, on n'a pas cet élément d'information. Et que peut-être que le 1 an qu'on a vu, on se répète, mais aussi au podcast, on voit quand même des énormes améliorations quasiment à tout point de vue. Il y a eu un petit Mais recul c'est là. peut-être avec. Oui, mais excuse-moi, je t'interromps, mais c'est là où moi je fais la nuance entre ce que nous, on perçoit, parce que j'ai fait une tournée de textos Hmm, vendredi matin. je comprends ton point. OK? J'ai envoyé à peu près 25 textos. Tous les messages, c'était il n'y a rien à comprendre, c'est pas cohérent, c'est difficile à suivre, ça change tout le temps. C'est pas la réalité de 2020, ça.
Ça, c'est la réalité de 2016, 2017, 2018. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que nous, on les voit, ces changements-là, mais ce que tu viens de dire qui est super important pour moi, c'est qu'il faut supporter son club. Qui définit l'Impact comme son club? Le noyau dur qui est là, les gens qui signent la pétition, nous qui suivons le club depuis des années, c'est notre club. Il y a un attachement, on se sent investi, mais il y a des millions de personnes à Montréal qui n'ont pas ce lien-là. Ça ne leur appartient pas. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que de mettre, là, après ça, on peut s'obstiner sur les CF et Z, W, X, Y, Z, là, ça, on mettra ça de côté. Mais de mettre Montréal au centre de ce club-là pour que tout d'un coup, ne serait-ce que par procuration, si tu es Montréalais, ça t'appartient un peu. Moi, je pense qu'il est là l'élément décisif qui fait en sorte que je penche en faveur d'un changement parce que nous, on a le nez collé sur l'arbre, puis je pense qu'il y a très, très peu de gens qui sommes très, très près d'un club en voyant pas qu'autour, là, il y a une grosse indifférence ou un détachement avec ce club-là. Jean, je voudrais revenir à toi. Peut-être quelque chose à ajouter? Non, pour répondre à ta question un peu plus tôt acide, la dernière fois que j'ai eu une discussion positive avec des amis, c'est au moment de la signature de Henry, Ouais. au moment de l'annonce de l'embauche de Thierry Henry. Non, sinon, oui, je comprends ce que tu veux dire et au fond, tout ce qui est sous-jacent là, c'est que avec Impact, il y a tout un bagage qui vient avec et qui ne correspond peut-être plus à la réalité de ce que le club veut présenter aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Mhm. Ben oui, et là où, tu sais, tout le côté histoire, là, c'est ce que là, on est en train de plugger mon papier comme si c'était un truc du New York Times, là, c'est pas ça, c'est juste Non, que mais il est vraiment pas mal très résumé. intéressant. J'ai pas mal résumé ma pensée. J'ai passé des heures à écrire ce papier-là, chose que je fais pas en autant de temps d'habitude. Mais le côté histoire, si tu l'avais moussé toi-même, ils sont où les bâtisseurs qui, dans ma tournée de texto, j'ai demandé à plein de gens, es-tu capable de me nommer des, il y en a 7, es-tu capable de me nommer des bâtisseurs de l'Impact de Montréal? C'est des gens qui ont joué, c'est des gens qui jouent encore, c'est des gens qui sont intéressés par le sport, c'est des gens qui sont exactement dans le public cible de l'Impact de Montréal. Tu entends des criquettes quand je pose cette question-là. Mauro Biello, le fait qu'il soit congédié comme il l'a été congédié, c'est parce que tu n'as pas toi-même valorisé ton histoire. C'est le gars qui a le seul chandail qui est retiré. Encore, on peut s'obstiner sur le fait qu'on ne retire pas des maillots au soccer. C'est correct. Ça, c'est un débat qui est à l'Amérique du Nord, ailleurs dans le monde, soccer versus d'autres sports plus nord-américains. Mais il est où, Mauro Biello, dans le giron de l'équipe en ce moment? Je le sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a tellement de cicatrices qui sont attachées à ce qui a été mal fait, des divorces acrimonieux, des supporters qui ont été pris pour acquis. Et c'est ça qui fait que je reviens à l'énergie négative autour du brand. Allez faire un tour sur Twitter. Ça prend 5 minutes. Même quand ça va bien, là, ça va durer ça. 5 minutes. Puis après ça, tout le monde va être fâché. Tout le monde va trouver quelque chose qui n'a pas été fait correct. Et ça, je pense que ça part à la base du club. Du club qui disait qu'il n'y avait pas de buzz, du club qui se plaignait de la couverture des médias, du club qui trouve que les arbitres aux États-Unis sont contre les clubs américains, les clubs canadiens. Et ça, là, c'est pas venu des médias ou des supporters, c'est venu du club à la base. Et c'est pour ça que je pense que si on décide de nous dire, vous savez quoi, on ne le dira pas dans ces mots-là, mais il y avait peut-être quelque chose de vicié avec Impact de Montréal que Kevin Gilmore, Thierry Henry, Olivier Renard n'auraient pas pu traîner sur leur dos, même s'ils avaient tout fait parfaitement au cours des 2-3 prochaines années, parce qu'on aurait toujours comparé à 2014, à Frank Lopas, à la fois où on sortait dans le vestiaire pour kicker des poubelles. Mais moi, personnellement, je comprendrais. Et le dernier élément, et je veux vous entendre là-dessus, c'est l'investissement potentiel. Là, on s'entend que la pandémie, là, ça allait déjà, entre guillemets, mal à l'Impact financièrement parce qu'il y a 2 ans, on nous annonçait, Joey Saputo voulait, l'objectif c'était surtout de donner un coup de barre puis envoyer un message à la ville en disant que les taxes étaient trop chères et on nous a dit que l'équipe perdait à peu près, c'était quoi, c'est entre 9 et 11 millions par année. Là, tu viens de frapper une pandémie qui t'a fait de mal. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont été placés au chômage pendant les derniers mois, mais ça fait mal. Ça doit être terrible. Si tu as l'opportunité de faire rentrer des nouveaux investisseurs, si éventuellement, je ne pense pas que ce soit pour demain matin, mais tu as envie de vendre l'entreprise. Au Québec, on s'entend, je ne veux pas parler d'un déménagement aujourd'hui. Investir dans l'Impact de Montréal, comme je le disais sur la RDS.ca, pour moi, c'est investir directement en Joey Saputo.
investir dans un Montréal quelque chose, pour moi, c'est investir en MLS. La vibe est complètement différente. Il y en a un qui est rempli de bagages avec des montagnes russes. Tu ne sais pas trop si ça va être la ride de ta vie ou si tu t'en vas directement plonger dans un noir profond. Ou la MLS, qui a ses difficultés, mais qui est une ligue qui est en forte croissance, qui semble contrôler ses affaires, qui est jeune, qui est dynamique. Est-ce que vous avez l'impression, Jean, on pourrait commencer par toi, que cet aspect-là financier, ces investisseurs-là potentiels, ben, ça pourrait avoir quelque chose à voir avec ça? C'est possible. C'est tout à fait possible. Ça va dans une certaine logique de ce qui se passe autour et dans le club depuis quelque temps. Je suis d'accord. Je trouve dommage que cette décision-là soit une sorte de on jette tout. Parce que, ouais, il y a eu des erreurs, on est tous d'accord pour le dire, et je pense qu'il y a eu que le chemin depuis 25, 26 ans maintenant est marqué de moments où les choses auraient dû être faites différemment. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Personnellement, je pense qu'un club doit être attaché à son nom. Et que ça vient avec le bagage. Alors oui, tu nous mets dans une réalité qui est différente et avec laquelle il faut peut-être, et peut-être que je me trompe complètement, et que il faudrait effectivement bouger, et que aujourd'hui, on peut plus avoir ce schéma de pensée-là. Ça, c'est tout à fait possible, et que la façon dont tu le présentes là, c'est peut-être justement la façon de rebondir vers l'avant. C'est tout à fait possible. C'est pas une question de qui a la vérité, qui l'a pas. Ouais. Je comprends complètement le point de vue. Peut-être effectivement que c'est la voie de l'avenir. Et quand tu dis, il y a juste un petit truc, par contre, quand tu dis on jette tout, c'est pas ce qu'on a dit, là. Je reviens à ce que Sid disait tout à l'heure. On n'a pas expliqué, puis c'est là où le bas blesse en ce moment. On n'a pas expliqué la logique qui mène au non, alors que d'habitude, c'est ce qu'on devrait avoir fait avant. Mais parlant de jeter tout, on peut peut-être rappeler que l'Impact de Montréal a flushé Nevio Pizzolito pour Shavard Thomas en arrivant en MLS, partant de flusher son histoire ou des gens importants. Tu sais, je pense qu'il y a aussi à considérer que l'Impact, c'est ce que je disais, peut-être à quelque part effacer sa propre histoire au fil des ans. Et là, si on veut l'exploiter davantage, mais avec un nouveau nom, moi, personnellement, je serais pour. Sid, toi, côté investisseur, est-ce que ça te branche ou tu te dis que ça n'a rien à voir avec ça? Ah, bon, ça, je sais pas si ça a rien à voir avec ça. Moi, ça me branche pas du tout, en toute honnêteté. Je souhaite que l'Impact reste comme à Montréal, et je me dis que si Mais j'étais c'est une pas ça. personne qui voulait Attends, investir. Sid, attends, c'est pas ça la question, là. C'est pas est-ce que ça déménage ou pas. C'est pour rentrer de l'argent neuf ou éventuellement pour peut-être, si Joey Saputo disait, moi, je veux capitaliser là-dessus, je veux vendre le club, on le garde à Montréal, là. On part de cette prémisse-là. Mais pour de l'argent neuf, des investisseurs qui arrivent avec peut-être des idées nouvelles, mais surtout de l'argent neuf, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être positif pour toi? Oui, non, ça assurément. Je veux dire, là, ça, c'est certain que d'investissement pour l'Impact de Montréal, que ce soit au niveau des transferts, des structures, de tout, c'est intéressant. Mais maintenant, je me pose la question sur est-ce qu'il y a vraiment des investisseurs qui disent nous sommes prêts à prendre 20%, mais on veut absolument que le nom change. Je sais pas, mais c'est pour ça aussi qu'on revient un peu au pourquoi. Et je pense que la discussion est complètement différente si concrètement des gros joueurs québécois comme viennent avec des propositions, et que l'une des conditions de la proposition soit un changement de nom pour passer à un cap différent, on est dans autre chose que, entre guillemets, simplement du rebranding. Parce que là, je crois que ça, comme même les échecs font partie de ton histoire, et que Toronto FC, dont on va parler un peu plus tard, a réussi à changer sa marque d'une marque perdante vers une entité gagnante en gardant le même nom. Donc il y a quand même des exemples il y a des exemples très positifs qui existent aussi proches qu'à Toronto. Sachant que, de manière générale, les gens comme Jean pourra le confirmer, les changements de nom, il y a des clubs qui ont eu des noms dans le passé, généralement c'est une rupture, même parfois l'appropriation même de l'histoire, même au niveau des titres, ne se fait pas. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas les titres qui ont été obtenus par le club lorsqu'il avait un nom différent. Et on parle du même club, donc c'est compliqué. Ça, on parle de l'effacement de l'histoire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a limite même un double effacement, puisque je crois vraiment entre l'entrée en 2012 en MLS, l'appropriation de l'histoire pré-MLS est très compliquée. Beaucoup de personnes, lorsque on va parler de Piatti, meilleur joueur de l'histoire du club,
je sais que ça siffle à certaines oreilles de personnes qui suivent l'Impact depuis 93. Donc, le débat n'est pas. Piatti n'est jamais mis en débat avec ceux qui étaient là avant la MLS. Donc, Mhm. c'est spécial tout ça. C'est vraiment très profond. Mais si c'est concret, avec, je ne vais pas nommer de nom ou d'investisseurs potentiels, j'ai pas la même réponse. Mais pourquoi ne pas investir avec le nom Impact de Montréal? Juste pour conclure là-dessus, on parle de l'histoire, mais il y a aussi ce qui s'en vient devant, c'est très froidement, là, puis on ne veut pas se faire cataclysmique, mais avec ce que tu vois, puis là, on oublie le fait qu'Olivier Renard, Kevin Gilmore, il y a des améliorations importantes, mais ça reste un club qui a des moyens qui sont plus limités que d'autres. On pense au Toronto FC. Les séries éliminatoires, on s'est taquiné avec ça toute l'année, mais dans les faits, tu les aurais pas fait. Je comprends qu'on ne peut pas refaire une saison 2020 qui était vraiment bizarre, mais est-ce que tu donnerais, comme ça, là, gagerais la maison sur le fait que dans 5 ou 6 ans, l'Impact de Montréal serait encore à Montréal? Oui. Oui, oui, Ah ouais? je suis oui, Wow. oui, vraiment. Non, mais avec 2026, la coupe du monde aux États-Unis, je veux dire, enfin, oui, oui, oui. Les gars, ben, ça, c'était super intéressant parce que quand est-ce que tu as entendu l'Impact se coller à 2026? Même quand il y a eu l'annonce, là. Non, non, ce sont des très bons points, mais je veux dire qu'aujourd'hui, enfin, avec cette perspective-là, vraiment, de 2026, je ne vois pas comment on ne peut pas s'inscrire dans ce plan quinquennal là, dans ces 5 ans où on a une équipe forte, enfin, on construit une équipe pour asseoir, en fait, pour récolter les fruits de l'effet Coupe du Monde. Parce qu'il va y avoir un effet Coupe du Monde qui est énorme. On l'a vu en 94, ce qui a mené en 96 à la licence de la MLS. Il y a un effet Coupe du Monde qui est indéniable. Et on le voit partout, la Coupe du Monde est passée. Donc, c'est pour ça que ma réponse, oui, est collé à la Coupe du Monde et aussi collé tout simplement à une équipe en place qui travaille bien et que je ne vois pas très très loin de ce que fait Minnesota qui est rendu en finale ou de New England qui est rendu en finale avec pas beaucoup d'argent et simplement des personnes qui travaillent bien. Très intéressant. Sid vient d'en parler. Greg Vanney, qui décide de quitter le Toronto FC. Est-ce que c'est venu comme une surprise à tes yeux? Ouais, un petit peu. Encore que là, l'élimination au premier tour a marqué, je pense, la fin je pense qu'il a tiré le constat que cette élimination-là montre que l'équipe est pas mal arrivée au bout de ce qu'il est d'un certain cycle, un cycle qu'on va mettre Bradley Altidore, mettons, on peut l'appeler comme ça, mais qui est le cycle dans lequel le TFC a finalement trouvé sa stabilité, un cycle dans lequel ils ont commencé à avoir des résultats convaincants, allant même jusqu'à triplé, hein, Supporters Shield, Coupe Mhm. MLS et championnat canadien. Finale, tout de suite après, finale CONCACAF. Donc là, vraiment, tu vois que le club était arrivé au niveau de ses ambitions qui étaient annoncées depuis longtemps et qui étaient, honnêtement, Olivier, je te rappelle qu'on se moquait d'eux pendant un bout de temps quand même. Hein. La décima. La Euh, décima. plutôt. Non seulement ils y sont arrivés, mais ça a duré parce que derrière cette série, cette année-là, il y a eu quand même ensuite 2 autres finales MLS. Donc, tu peux te dire que finalement, après 10 ans de galère totale, le club est arrivé à une stabilité, et plus qu'une stabilité. Une stabilité à partir de laquelle ils ont commencé à monter quelque chose de fort, de gagnant. Ouais. Donc je pense que là, Vanet se rend compte qu'il est pas mal arrivé au bout et que probablement que lui a pas mal donné ce qu'il pouvait et qu'il pense que là, il est au bout de ses arguments et qu'il n'a pas vraiment envie ou qu'il ne voit pas comment aller plus loin avec. J'ai l'impression, Sid, que c'est une affaire de 2 lettres pour Greg Vanney qui a dit en annonçant son départ, moi, ce que j'aime, c'est construire. Mais tout ce qu'il y avait à faire à Toronto, c'était reconstruire. J'ai l'impression que c'était plus intéressant construire ailleurs que reconstruire à Toronto. Non, bon, très bon point, très bon point. Je pense que effectivement, l'élimination contre Nashville était un petit peu bizarre puisque malgré les conséquences
désastreuse pour les équipes canadiennes. Toronto avait quand même bien fait dans cette saison régulière. Donc, surtout que moi, j'ai toujours pensé que si Greg Vanney devait être renvoyé, c'était en 2018. Donc, une fois qu'ils avaient fait Ouais. cette excellente saison, le triplé historique, voilà, donc, comme par la suite, il y a une grosse chute de la part de Toronto. Mais lorsque Toronto l'a gardé, je me suis dit, oh waouh, quelle organisation mature et comme de quoi, Vanney l'aura bien rendu en 2019 et 2020. Donc, c'est un coach qui, je pense que oui, effectivement, qui a absolument besoin de nouveaux défis. L'équipe aussi a besoin de nouveaux défis. Il y avait le Ouais. départ du GM Team. Belbachenko. Ouais. Exactement, qui est gros artisan de MLSI et de sa prise de pouvoir en MLS, qui a réussi, mais véritablement un tour de force. Je pense que le Toronto, je le dis un peu comme ça, de façon ironique, mais aux yeux de la MLS, n'est même pas au Canada. Lorsque on parle de Toronto, on parle d'une grosse équipe, les arbitres sont favorables à la grosse équipe, et on oublie justement ce petit concept, comment on appelle ça, sur l'épaule, chip in the shoulder, comme le fait que voilà, on serait peut-être désavantagé en tant qu'équipe canadienne dans cette ligue états-unienne. Donc non, Greg Vanney, j'ai vu ça, ses stats, 110 victoires, 55 matchs nuls, 66 défaites, les 3 finales de MLS Cup. Ça s'est joué à des pénaltys, hein, où il aurait pu avoir un bilan beaucoup plus favorable face à Seattle. Mais bon, c'est vraiment non, c'est très bien ce que fait Toronto, mais là, je pense qu'ils sont vraiment à un vrai tournant. Pour le coup, c'est parfois une expression qui est très galvaudée là, mais pour le coup, ils sont vraiment sur un tournant parce que c'est une équipe qui était vieillissante, un coach qui était vraiment très doué, un GM qui avait vraiment beaucoup de nez, et là voilà, donc tout ça est à refaire. Donc, voilà. Donc, on va voir si justement ils ont réussi à mettre quelque chose qui est plus fort que leur propre personne. C'est-à-dire que des processus, des structures qui dépassent leur input en tant que personne. Donc, j'ai hâte de voir à Toronto en 2021. Jean? Ouais, c'est pas. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a effectivement la question qui vient tout de suite, c'est OK, qu'est-ce qui se passe après? Et tu vois très bien que la durée, un succès qui dure est très très difficile à remettre en place. Et tu le vois chez tous ces entraîneurs dans tous ces clubs, pardon, qui ont connu des entraîneurs qui ont duré plus d'un cycle et qui ont connu d'excellents résultats. Il y a eu une sévère baisse de rythme. Tu l'as vu au Galaxy quand Arena est parti. Tu l'as vu à Seattle quand Sigi Schmidt a quitté. Nous a quittés. À chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a su travailler sur la durée et à connaître du succès sur la durée, ça a été très, très, très dur de repartir derrière lui. Généralement, ce sont des gens qui sont partis à un moment où ils voyaient qu'ils allaient dans le mur ou qu'ils n'avaient plus vraiment l'envie, parce qu'il y a aussi une question d'envie, de retravailler, comme dit Sid, oui, reconstruire. Ça demande du courage, ça demande une volonté. C'est un moment dans ta vie ou dans ta carrière où il faut être capable de dire est-ce que je suis prêt à le faire. C'est vraiment aller chercher quelque chose de fort. Et c'est toujours, ce moment-là, c'est toujours délicat. Et évidemment, si tu regardes ailleurs, tu vois encore pire. Tu vois Ferguson, tu vois Wenger. Et puis tu dis, wow, OK, oula, arrêtez là, j'ai la tête qui explose. Mais non, mais c'est clairement, effectivement, un challenge, un défi monumental pour le TFC et qui va commencer avec le choix de la personne pour remplacer Vanney. Parce que là, déjà, ça va nous indiquer ce que veut le TFC. Est-ce qu'on va chercher quelqu'un de l'extérieur? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un dans la continuité de Vanney? Est-ce qu'on va complètement changer un peu les choses? Là, ça va nous donner vraiment une idée de ce que le TFC veut faire, ce que la direction veut faire. Défi monumental, choix de la personne. Ça nous amène parfaitement, Jean Gounel. Félicitations pour la passe sur la palette à notre segment en temps additionnel, parce que ça a été un événement historique cette semaine avec Stéphanie Frappard qui a pris en charge un match de Ligue des champions en Europe. C'était entre la Juve et le Dynamo Kiev. D'abord, tes impressions à cette nouvelle-là qui est sortie il y a quelques jours et après, à comment ça s'est passé? Alors, c'est dans la nature, dans la logique du moment, du temps. Il était grand temps qu'on y arrive. C'est une étape avec
On avait déjà évolué en Ligue 1. Mhm, Il était temps de passer effectivement à quelque chose d'autre. On se rend compte que cette barrière qui existait avant a pas de sens du tout. Et que, bah, écoute, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut continuer parce que quelle est la finalité de ça? Quelle est la finalité? C'est que dans toutes les compétitions, on puisse avoir des groupes mixtes d'arbitres, quels mhm. qu'ils soient. Arbitre de champ, arbitre de terrain, VAR. Il ne doit plus y avoir de contingence, il ne doit plus y avoir des arbitres féminins pour un tournoi féminin. Non, on doit être capable d'arriver à des groupes complètement mixtes sans se poser la question du genre de la personne qui va être à tel poste ou à tel poste. Donc c'est un pas. C'est un premier pas. Il doit y en avoir encore beaucoup d'autres. Mais euh, il était temps de le faire. Il était vraiment temps de le faire et c'est bien de l'avoir fait là et il faut continuer. Il ne faut pas simplement dire ah c'était très bien, bravo l'UEFA. Non, il faut continuer. Ouais, c'est ça, c'est une question d'en faire quelque chose qui n'est pas ponctuel, mais derrière lequel il y a du momentum, de continuer ce mouvement positif. Sid, je sais que toi, tu côtoies beaucoup les filles qui jouent. Je ne sais pas si tu as des arbitres dans cette gang-là aussi, mais on ne peut pas faire autrement que de penser que dans le corps arbitral féminin, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, partout sur la planète, il y a quelque chose d'inspirant derrière cette histoire-là. C'est comme voir quelqu'un chez vous qui devient capitaine de ton club, qui réussit ailleurs sur la planète. Il y a un message qui t'est envoyé. Je pense aux joueurs de basket québécois en ce moment. Tu vois ce qui se passe en NBA, tu te dis, ben, moi aussi, ça peut peut-être m'arriver. C'est ce qui doit passer par la tête des jeunes arbitres filles, femmes en ce moment. Exactement, c'est la force du symbole, c'est se voir, c'est pouvoir se projeter. C'est un plafond de verre qui est brisé, c'est une arbitre extrêmement talentueuse, elle a juste 36 ans, elle avait fait la finale de la Super Coupe, Chelsea, c'était Arsenal ou Tottenham? Tottenham. Mhm. En 2019, donc non, Liverpool. Donc Mm. c'était elle qui c'est son destin, c'est vraiment une excellente arbitre, ça a été souligné dans toute la presse italienne, donc on regarde son match très, très bien maîtrisé entre la Juventus et le Dynamo de Kiev. Donc lorsque justement, comme tu dis, comme je m'occupe d'une communauté de soccer féminin, quand j'ai posté l'information dans le groupe, beh, le nombre de likes que ça a généré, c'était impressionnant et puis on voit Ah, justement qu'il y a quelque chose un sentiment de fierté de voir cette femme qui voilà qui mène le bal au milieu de tous ces multimillionnaires et qui fait très très bien dans un contexte où on critique énormément l'arbitrage. Il faut aussi souligner simplement sa compétence et que les bons arbitres sont de plus en plus rares dans un contexte qui est très compliqué pour eux. Hein. Je veux dire, et ouais. nous, en tant que médias, on leur facilite pas la tâche. Mais elle a fait un excellent match et c'est ça qui est le plus important. Et que peut-être, comme dit Jean, que ça va mener à d'autres choses. Ça va mener aussi à des entraîneurs féminins sur les bancs, à des présidentes de clubs, à tout finalement. Je pense que tant que le football est dans ce format-là, que les hommes jouent d'un côté et les femmes d'un autre côté, là, c'est le seul endroit où il y a du genre. Tout le reste doit être accessible à n'importe qui. Et je pense que ça mène à cette direction-là. Et c'est très bien. Ouais, c'est un très bon parallèle avec les entraîneurs, en attendant que les Jill Ellis de ce monde débarquent pour entraîner une équipe chez les gars. Très rapidement, les gars, avant qu'on passe à nos sujets chauds, parce qu'il y a quelques très bonnes questions qui nous ont été posées, peut-être un match chacun qui a retenu votre attention en Ligue des champions cette semaine. Sid, on peut commencer par toi? Ben, c'est ça, moi, effectivement, c'était le match de la Juve pour cette Ouais. raison-là. Après, plus sportivement, c'est vrai que United, PSG, heu, par son scénario, par les conséquences, a retenu mon attention parce qu'effectivement, Paris Saint-Germain était vraiment mal pris et puis j'aurais pas cru qu'ils auraient fini 1er de leur groupe à l'issue de la 5e journée. Mais il y a eu c'était une journée très, très intéressante de Ligue des Champions et qui met la table, en fait, pour la journée 6 et c'est bien, parce que c'est bien, parce qu'on a besoin de matchs en jeu, on a besoin de ça. Donc, moi, c'est vraiment que Juventus Kiev, pas pour le score, la victoire de la Juve est anecdotique, mais pour le côté historique de Madame Frappard. Jean? Ouais, je pense que dans les matchs marquants, c'est sûr que United PSG est important parce qu'il rentre dans le narratif de ce groupe-là on savait qu'il allait être compliqué.
et on voit à quel point il est. Et si on rentre dedans, plus ponctuellement dedans, on voit qu'il y a pas mal de discussions à avoir sur chacun des clubs, parce qu'aucun des trois n'est exempt de reproches. Ils font des trucs pas mal, mais c'est pas tout à fait bien. Mais ce que je vois en général, de toute façon, c'est que c'est une Ligue des Champions qui est très ouverte. Comparé aux autres saisons, on a un taux relativement bas de qualifiés après 5 journées, ce qui est quand même intéressant. On a beaucoup de matchs en jeu pour la dernière journée. Moi, je reviens toujours sur le fait que en jeu, ça veut aussi dire qui va passer en Europa League, parce qu'il y a un enjeu sur l'Europa League qui est important, qu'il faut pas ignorer du tout, parce que on le voit quand même assez régulièrement, des équipes qui sortent de la Ligue des Champions pour aller en Europa League ont d'assez bonnes chances de la gagner ensuite, ce qui est quand même non négligeable. Il y a beaucoup de matchs en jeu, il y a des gros matchs pour la qualification directement Ligue des Champions. Je pense à Ajax-Atalanta, je pense à Salzbourg-Atlético. Là, ça va être deux énormes matchs vraiment mis vraiment sur la table pour la dernière journée. C'est ça que je retiens, c'est qu'il y a énormément d'enjeux, alors qu'on disait toujours, ouais, la phase de groupe, c'est train-train, c'est ronron. Ouais, parce qu'effectivement, tu vas toujours avoir ta part de clubs qualifiés. Pas forcément toujours les mêmes d'ailleurs, et c'est ce qu'on voit cette année. L'autre événement, c'est le Real quand même. Oui. Parce que, wow, Parlant, plus. parlant de, Alors, il y a un parlant concours de de la Ligue circonstances Europa. qui vont passer. Il y a un concours de circonstances qui vont pas passer. C'est la même chose pour United, c'est la même chose pour PSG. C'est ce que j'aime dans cette Ligue des Champions cette année. Ouais, je suis pas mal certain que coller les matchs semaine après semaine, ça fait ton affaire, Jean, parce que ça fait bien excitant à la fin. Peut-être un petit peu moins l'affaire des fans du Real Madrid. Ça va être à suivre sur la dernière journée. Les gars, si vous le voulez, on va basculer du côté de nos sujets chauds. La première question nous est posée par Kevin Dotska qui demande qui remportera la 5e division anglaise. Bon, là, Kevin, on comprend que tu veux qu'on te dise Notts County, parce que Kevin, c'est un gros fan de Notts County. Mais Kevin, continue. Tu es probablement le seul au Québec qui est capable d'avoir une conversation avec Kevin sur Notts County. Jean, as-tu quelque chose à nous dire là-dessus? Non, Ouais, il y a Wrexham aussi. Hein. ouais, c'est ça. Mais En ils vont fait pas bien que, en ce moment, Wrexham. non, C'est Torquay qui ouais, est en tête. OK. Vous êtes un club de deux, Jean, j'ai l'impression. Fait que, puis je te confirme que moi, je suis pas l'autre. Fait que c'est toi et Kevin, c'est tout. Mais Kevin continue en nous disant plus sérieusement, est-ce que Vieira méritait plus de temps à Nice? Et Monsieur Foot va dans le même sens avec sa question. Est-ce que le limogeage de Vieira à Nice, c'est une mauvaise nouvelle pour le regard qu'on jette sur les entraîneurs de MLS qui sont passés par la MLS? Jean, on commence par toi. D'abord, ouais, je trouve que c'est extrêmement hâtif et c'est vraiment la marque clairement de ce football de l'heure actuelle où t'es à l'abri de rien du tout, parce que il est là depuis 2018, Vieira, il a quand même fait des choses solides. Là, il avait quand même un mandat qui était de travailler avec un groupe très très jeune et d'amener une progression. Là, oui, il y a une série de mauvais résultats, dont une élimination en Europa League. D'ailleurs, d'une façon générale, si tu prends l'ambiance sur les 2 dernières saisons, les clubs français en Europa bon, tu as Paris. L'année dernière, il y a eu Lyon sur un coup particulier, mais de façon générale, ça va quand même pas très très bien. Et le résultat, en particulier en phase de groupe d'Europa League, qui donne une bonne idée générale de la chose, sont pas terribles. Donc Nice est dans une sorte d'ambiance générale, hein, mais de toute façon, ouais, une impatience assez dommageable pour quand tu veux que les choses, voir les choses progresser, donner la chance à des entraîneurs qui arrivent avec des idées, avec des expériences un petit peu nouvelles. Est-ce que ça, pour ta deuxième question, est-ce que ça met un coup au vécu et à la perception d'entraîneurs venant de la MLS? T'as Jesse Marsch quand même de l'autre côté, hein, qui lui montre plutôt qu'on peut faire les choses bien en ayant ce bagage MLS. Donc, non, je ne crois pas. Je pense que le problème de Vieira est plus... Je pense qu'il est dissocié de son passage en MLS.
Ah, c'est intéressant ça. Et moi, ce que je retiens surtout, étant donné qu'il y a deux personnes qui nous ont posé la même question, puis on s'entend que les questions sur l'OGC Nice, ça pleut pas à toutes les semaines, mais c'est qu'il y a encore un échantillon qui est assez petit en Europe pour que de gars qui sont passés par la MLS, qui coachent maintenant en Europe, pour qu'à chaque fois qu'il y en a un qui aille bien, on s'enflamme et il y en a un qui va pas bien, ben là, tout d'un coup, on est un peu down et c'est avec l'augmentation du nombre d'entraîneurs passés par la MLS qui coachent ailleurs dans le monde qu'on va être capable peut-être de stabiliser les choses un peu. Et c'est ce que Nice va espérer d'être capable de faire aussi, stabiliser les choses après le départ de Vieira. Il y a Marco qui nous demande la réunion de Neymar et Messi. D'abord, est-ce que vous y croyez? Et de deux, si jamais vous y croyez, ça se passe où? Ça se passe au Barça? Ça se passe au PSG? Ça se passe ailleurs? Je présume que ce n'est pas ailleurs parce que là, le chèque, il faut que tu signes. Ce serait hallucinant. Non, non, mais exactement, c'est pour ça que la deuxième question est plus importante que la première. Si ça se passe où? Et à partir du moment où on réfléchit quelques minutes, on voit qu'il n'y a pas de réponse qui fait du sens. Que Messi quitte Barça pour se retrouver à City avec Pep pour 2 ans, le projet de la MLS après, ça fait du sens complètement. Qui reste même d'ailleurs maintenant avec le départ de Bartomeu, ça pourrait faire du sens aussi. Qui se retrouve à PSG, c'est très compliqué d'imaginer que le Paris Saint-Germain puisse avoir et Neymar et Messi avec des masses salariales de plus de 150 millions et que sais-je. Donc l'impasse, c'est un petit peu le fait que où qui peut se le permettre d'avoir les deux. Aucun club. Aujourd'hui, même le Paris Saint-Germain n'est plus le Paris Saint-Germain de ses premières années. Ils sont passés par plusieurs reprises auprès des commissions de l'UEFA. Le fair play financier aussi a comme contré leur mécanisme d'auto-sponsoring par des entités du Qatar. Donc c'est fini pour le PSG. Il faut avoir un plan financier qui fait du sens. Les seuls qui peuvent se le permettre véritablement, le seul qui peut payer City, c'est City. Et puis City, c'est aussi parce que c'est dans un projet qui est beaucoup plus grand même que simplement Manchester City. Donc non, je n'y crois pas à la Réunion, mais je comprends Neymar. C'est du Neymar tout craché lorsqu'on voit l'entrevue au complet. Je veux jouer avec Messi, ce serait bien et tout. Genre. Un peu Ouais, mais dilettante. Voilà. à Paris, ici, là, mettons que tu n'as pas de gardien puis pas de défenseur à payer, là, tu garages tout le monde dehors, c'est pas grave. Oui, oui, aussi. Et puis bon, genre comme ce serait aussi très très PSG de le faire. Bon, c'est parfait. Fait que ce que je comprends de ton commentaire, c'est que Messi s'en va au PSG l'année prochaine. C'est signé, c'est fait. Sidney Fowell vous l'a annoncé ici. La prochaine question, Jean, c'est celle de Simon Gauthier qui nous demande l'AC Milan, qui est présentement, je pense que c'est 5 points devant son voisin, l'Inter en Serie A. Est-ce que Milan peut gagner le championnat italien? Ce sera dur. Ce sera dur. Ils vont très très bien. Hein. Il y a eu vraiment, là aussi, on parle de projet. On parle de projet et il y a eu quelque chose. Il y a une réflexion et qui n'a pas été facile. Parce que tu parles du Milan AC. Tu parles du Milan AC qui à un moment était le plus gros club au monde au niveau de ce que l'équipe projetait de tout. De tout. Milan a révolutionné un certain nombre de choses, aussi bien au niveau du jeu, on parle de Saki, etc., que de la manière. Le méga club tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né à Milan. Ou en tout cas, il a connu l'essor vers le 21e siècle à Milan avec le Milanello, avec la concentration des meilleurs joueurs, etc. Donc tu viens avec et la durée. Tu viens de ce club-là, tu es à la tête de ce club-là ou dans les dirigeants, tu vois le passé, on est Milan, et puis ça se traduit plus dans les résultats, et nulle part. Tu es 7e de Serie A, etc. Et là, au lieu de revenir et de ressortir en avant le nom Milan AC et on va regonfler les muscles, etc. Non, ils sont partis en disant, OK, on va partir bas, des jeunes, on va aller chercher, on va utiliser notre formation, on va utiliser aussi les systèmes qui vont nous permettre de recruter des jeunes joueurs prometteurs en Italie et à droite à gauche en Europe et repartir de là. Donc avec des ambitions au départ moindres, certainement pas de rivaliser avec la Juventus et encore moins avec ce qui se fait de mieux en Europe, mais de revenir tranquillement à niveau, ajouter ici et là des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont beaucoup plus de métiers à des moments importants
Et tu vois que ça prend. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de rivaliser avec la Juventus? Je ne pense pas qu'ils aient assez de. On va revenir sur le même terme, assez de profondeur, qu'ils aient la capacité de durer. Maintenant, ils montrent qu'ils sont sur la bonne voie et que c'est très certainement pour une Serie A qui est en train de tranquillement se refaire une santé financière après une énorme crise, c'est un exemple. C'est surtout ça qu'il faut dire. L'exemple en Serie A, ce n'est pas la Juventus, c'est le Milan AC. Et on termine, Sid, avec une question de Denzel qui nous demande est-ce que les Spurs, guidés par José Mourinho, sont capables d'accrocher un titre en Premier League? Bon, c'est très serré en ce moment avec Liverpool et les Spurs qui sont ex aequo au sommet, avec les Spurs qui sont devant mathématiquement avec le partage le différentiel. Le tiebreaker, c'est le terme très francophone que je cherchais. Il faut surtout considérer, puis je pense que c'est ça la grosse donnée cette année qui change complètement notre façon de percevoir le sommet du championnat, c'est que Manchester City est à un 1000 de campagne beaucoup plus bas. Donc, tu te demandes si Liverpool va garder le même rythme que dans le passé, parce que pour courir vite, c'est bien d'avoir les capacités de le faire, mais tu as surtout besoin de quelqu'un qui te pousse. Et c'était ça, la grande qualité de la rivalité City-Liverpool. Est-ce que tu as l'impression que le fait que City soit largué comme ça ouvre vraiment la porte à Tottenham? Oui, ça et du côté de Liverpool, la blessure de Van Dijk qui, pour moi, Aussi, comme ouais, celle ouais. de Piqué, c'est au printemps qu'on va voir l'impact de ces blessures-là. Comme effectivement, ce sont des gros clubs, ils sont capables de faire, même des séries de 5 à 8 matchs, sans problème. Mais au bout d'un moment, ces grands joueurs-là, ils sont grands pour une raison et c'est souvent dans le dernier tiers que leur présence, et donc là, leur absence va se faire ressentir. Donc là, on a des équipes qui sont fragilisées, et Tottenham a un avantage sur Liverpool, City et Chelsea, c'est qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions. Tottenham peut se permettre le jeudi de faire jouer une équipe B pour avoir une équipe qui est fraîche lors du match de Première Ligue. Donc, à gérer. Pour l'instant, Tottenham, je ne pense pas que c'était l'objectif d'être champion d'Angleterre. Ce n'est pas un objectif qui était assumé. On veut être dans le top 4, on veut faire partie de la conversation. Mais lorsque ça va devenir peut-être plus concret, ce sera à voir comment Tottenham va pouvoir gérer cette situation-là. Donc, un peu comme de façon cliché, le Boxing Day et cette période-là où ils vont enchaîner 8 matchs en 4-5 semaines va nous en dire beaucoup. Et comment ça va être géré après par la suite. Il est possible aussi que ça explose complètement lorsque ils deviennent une cible, ou au contraire que la gestion se fasse très bien et que le Mourinho soit vraiment devenu un normal one. Et ça, j'ai hâte. Mais dans un contexte où City et Liverpool sont moins bons et que ta compétition peut-être directe devient Chelsea, pourquoi pas passer à Tottenham? José Mourinho, The Normal One. Il va commencer à s'habiller en beige, José. Moi, je vois pas comment ça peut arriver. Ça arrivera jamais. Sid, tu dis qu'on va avoir des nouvelles au printemps. Évidemment, c'est là où toutes les choses vont se préciser un peu partout en Europe. Maintenant, je conclue avec ce qui était notre sujet d'ouverture. Sid, est-ce que pour toi, l'Impact de Montréal doit absolument communiquer maintenant, ou étant donné que c'est parti en vrille de toute façon, c'est sorti que son nom changerait, c'est mieux d'attendre que la Ligue des champions se termine et commencer l'année 2021 comme il faut? Tout à fait, tout à fait. Je dirais même, non, comme de façon un peu froide, le mal est fait. L'Impact de Montréal Ouais. ne pourrait pas communiquer de façon pour faire ce qu'on appelle du damage control. Donc comme j'ai pas le mot en français, je suis vraiment désolé pour nos auditeurs, mais le mal est fait. Et puis attendons les résultats, parce que ça reste du sport et que bon, qui sait, parfois les résultats changent beaucoup dans la perception des choses. Donc non, il y a plus d'impératif à communiquer. Finalement, il fallait communiquer 1 heure après l'article. Donc, maintenant que tu l'as pas fait, prends ton temps et réfléchis à ta ligne de réponse. L'Impact de Montréal qui finit son chapitre d'histoire comme champion de la Ligue des champions CONCACAF, ce serait pas extraordinaire, ça? C'est marrant. Ce serait très C'est ironique. marrant. Elle a clairement. Tu changes de nom à ce moment-là? Jean, tu me feras pas changer, tu changes de nom parce que tout le monde va être sur un high, tu vas pouvoir faire passer ça comme une lettre à la poste. Les gars, toujours un plaisir de jaser avec vous, puis j'espère être capable de vous CSK croiser. Montréal. Pardon? CSK Montréal. Oh boy. Spartak. Ça va être pour la semaine prochaine parce que je pense qu'on va jouer au Scrabble en masse pendant le temps des fêtes à la maison là, parce qu'on n'a pas le droit de faire des parties. Je pense que ça ressemblerait à ça un petit peu, le CSK Montréal. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire.
tout au long de la semaine jusqu'à vendredi prochain avec le hashtag LDSF. D'ici là, consommez et partagez le contenu sur la rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.